Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva et qui va certainement terminer notre petit ouvrage Silva Mind Control, Key to Inner Kingdoms Through Psycho-Ontology, Harry McKnight. Et donc, on continue toujours à décortiquer certains aspects, certaines choses que je trouve plutôt intéressantes dans son partage. Ce que disait Lee précédemment, c'est vrai que si vous connaissez l'anglais, que vous savez lire l'anglais, n'hésitez pas à prendre l'ouvrage parce qu'il a une pédagogie qui est très bonne, Harry, et ça donne du sens à pas mal de choses qu'on connaît déjà, mais expliquées d'une façon un peu différente. Et dès lors, ça nous ouvre d'autres perceptions et d'autres compréhensions. Et ça, c'est vraiment chouette. The Great... Ah, ça, j'ai trouvé très, 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 très bien. Ça, j'ai trouvé ça très chouette et ça peut apaiser des personnes, notamment qui se disent j'ai l'impression que tout ce que je fais ne fonctionne pas. J'ai l'impression que mes cas, par exemple, ce que je dis, c'est n'importe quoi ou que mon intuition est mauvaise. Et il dit les gradués estiment que leur travail est effectif jusqu'à ce qu'il y ait un feedback négatif qui indique que ça ne fonctionne pas et qu'il faut changer les perspectives ou passer la main à une intelligence supérieure que les gradués connaissent. J'ai trouvé que c'était très intéressant, cette petite chose-là. C'est sur quelle page? Pardon? Tu es sur quelle page? 54. 54, d'accord. Et je trouve cette phrase chouette les gradués présument que le travail est effectif à moins qu'il y ait un feedback négatif. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que la plupart du temps, les gens ils disent bah, j'ai pas de retour ou j'ai pas l'impression que ça a marché ou autre, mais en mettant un état d'esprit un peu différent et se dire tant que j'ai pas quelque chose qui me dit que ça n'a pas marché, ce que j'ai fait, je peux le considérer comme ayant au moins fait quelque chose de positif. Ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que tu te rends bien compte qu'un néophyte ou un jeune diplômé Silva va se dire ça ne marche pas, j'ai pas eu de retour ou on m'a rien dit. Ou je ne sais pas si ça a marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que faites vos tests, vos expériences. Tant que ça ne dit pas que c'est négatif, vous pouvez considérer que quelque chose est positif. C'est-à-dire que ça se trouve, ça s'est bien placé. Et je trouve que ça change un peu notre point de vue. C'est pas se leurrer, c'est pas se dire tout ce que je fais fonctionne. C'est que tant que tu n'as pas l'info qui dit que c'est négatif, tu ne peux pas considérer que ce que tu as fait est négatif. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant comme état d'esprit parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de se dire ça marche pas parce que. Et quand tu leur dis parce que quoi, bah parce que j'ai l'impression que. Mais l'impression, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est un retour concret. Ça n'a pas marché ou non, ça n'avance pas ou mon cas ne progresse pas. Et là, on se dit OK. Et n'oubliez pas, dans la méthode, quelque chose que moi je trouve intéressant, sous 48-72 heures, si quelque chose que vous avez mis en place n'apporte pas de solution, reprenez votre process et modifiez les choses parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. Tu avais déjà perçu cet état d'esprit ou partagé cet état d'esprit de dire considérez les choses comme OK tant qu'on ne vous a pas dit que c'est non OK? Sans vraiment insister comme ça, mais pour moi, franchement, ça a toujours été une évidence. Mais c'est vrai que souvent, les gens qui doutent leur intuition, il faut qu'on se rappelle qu'un cas a un double but, quoi. Un des buts, c'est que le nouveau diplômé, il s'entraîne et il a de plus en plus de confiance qu'il perçoit correctement. Mais à quoi ça sert s'il perçoit, il ne fait rien? Donc, le but encore plus important, c'est qu'il envoie justement des images positives, les images de bien-être, etc. Et il aide l'autre personne. Et justement, comme il dit, si on doute qu'on est correct, justement, on risque justement de créer une barrière. Donc, même si on doute qu'on n'est pas correct, il ne faut pas qu'on se laisse trop parce que ça va interférer avec notre possibilité d'aider. Si on dit, oh, peut-être que je ne vois pas, mais on voit quand même. Hein? Peut-être tu as vu un symbole que tu n'as pas compris, etc. Mais il faut quand même faire le travail de correction à distance. C'est hyper important. Oui. Donc, gardez bien ça en tête. À partir du moment où vous n'avez pas un retour qui est négatif, continuez.
Si à un moment, quelqu'un vous dit c'est non OK, modifiez. Mais vous ne mettez pas une pression. Ouais. Mais quand on fait les cas et on voit toutes les propositions pour celui qui guide, c'est marqué, il ne faut pas dire non. Il faut dire tout simplement, je n'ai pas cette information. Parce qu'on ne peut pas être sûr que c'est faux. Complètement. Et je trouve, quoi, toi, pour avoir entendu beaucoup de personnes qui disent ouais, mais ça ne marche pas, et en fait, ils n'en savent rien. C'est qu'ils n'ont pas eu un retour qui leur dit que ça a fonctionné. Donc pour eux, ça n'a pas marché. Mais je trouve que prendre l'idée à se dire, mais tant que je n'ai pas du négatif, je peux me dire que c'est au moins neutre, voire OK, bah, c'est très bien. Alors, hop, on s'approche petit à petit de l'hypnose. Oui. Alors, ça ce que j'aime bien, c'est que quand il commence à faire un peu la différence entre l'hypnose, le mind control, la méditation, le zen, le yoga, etc., il met en avant que l'objectif et les résultats attendus et obtenus ne sont pas les mêmes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. On n'attend pas forcément la même chose quand on fait une séance d'hypnose, une séance de zen ou une séance de mind control, de méthode Silva. Et ce qui est assez intéressant, et c'est un mot qu'il a beaucoup utilisé, on en a déjà un peu parlé avec Lee, il utilise beaucoup le sense of awareness. Awareness, c'est ouverture, c'est d'être éveillé, mais le mot éveillé ne correspond pas. C'est d'être vraiment disponible, moi je vous proposais comme notion, par rapport à cette idée de résoudre des problèmes. Donc, cette notion de résolution du problème est un truc qui est vraiment le cœur de l'attention de la méthode Silva. C'est vraiment, là on peut reprendre un petit peu ce que dans la même période, dans les années 60-70, s'est développé avec les thérapies orientées solutions. Bah là, c'est un travail personnel orienté pour les solutions, donc pour résoudre des problèmes. Et cela au niveau subjectif de l'esprit, que nous considérons utiliser comme la programmation, qui est aussi une des spécificités de la méthode. Donc, un des points clés et importants qui différencie, c'est cette intention, cette attente que l'on a dans la méthode Silva, c'est pour résoudre des problèmes. C'est pas pour un éveil, c'est pas comme dans le zen pour atteindre un satori, etc. C'est vraiment, je veux résoudre des problèmes. Il y a toujours ce côté très, 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 très concret de la méthode que parfois d'autres systèmes ont moins. En fait, quand on fait du yoga, quand on fait de la méditation, quand on fait du zen, etc., l'intention de base, c'est pas de se dire je vais aller mieux. C'est je vais avoir une hygiène de vie qui serait OK, et peut-être dans les conséquences, je vais aller mieux sur ma problématique, je sais pas, ma thyroïde, mes problèmes psychiques parce que je me sens instable, etc. C'est une cause à effet. On ne sait pas trop comment le yoga va fonctionner sur nous, on ne sait pas trop comment Zen va fonctionner sur nous. La notion de la méthode Silva, c'est de dire non, vous avez une problématique et on va se focaliser sur la problématique pour obtenir un résultat. Et ça, c'est une des intentionnalités, c'est l'intention, qui est assez différente et qui fait qu'il y a une spécificité dans la méthode. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à cette idée-là? Non, mais j'ai toujours cru justement que beaucoup de ces états de transe, en fait, sont très, très semblables, mais l'intention est différente. Je fais ça un tout petit peu dans le premier jour d'hypnose. Je compare justement les états hypnotiques avec les états de... Bon, tu as parlé de zen, mais méditation orientale profonde, et puis la méthode Silva, et puis plein d'autres choses. Mais chaque fois, la sensation physique, non, pas la sensation, mais vraiment la réaction du corps physique, parce que c'est parasympathique, quoi. C'était très, très proche. Mais ce qui se passe dedans, c'est différent parce que l'intention est différente. Et franchement, aujourd'hui, je trouve que les divisions deviennent de plus en plus flexibles. Mais je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on veut dire par chacun? C'est bien d'avoir quand même une définition. C'est ça. Mais en fait, dans cette partie-là où il va être sur les différences de la méthode Silva, où il dit en quoi la méthode Silva, c'est mieux que l'hypnose, etc., tu sens vraiment qu'on est encore sur un truc où
il faut mettre une spécificité pour bien se différencier des autres produits. Et là, je parle vraiment de produits pour dire non, non, mais attendez, la méthode Silva, c'est pas de l'hypnose. Toi, tu es d'accord pour le dire. Laura était d'accord pour le dire. Ed était d'accord pour le dire. Et même José, quand on lit des trucs, qui dit oui, c'est sa petite fille. Bon, bah, ok. Mais je comprends qu'il défend. Et ce que je trouve intéressant dans son argumentaire, c'est qu'il tente vraiment de. Bah, on voit que c'est un argumentaire de vente, quoi. C'est vraiment, il donne les points, il t'explique pourquoi, mais non, on ne peut pas comparer les deux. Mais en même temps, il les compare, et c'est très, très drôle. Donc, dans les aspects que. Alors, c'est cool parce qu'il parle de Barber, par exemple, qui est un très, 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 très grand hypnotiste américain. Oui, et apparemment, c'est Barber qui a formé José, parmi autres. C'est Barber qui a réformé. Justement, j'étais très, très curieux, surtout comme j'ai vu, par exemple, dans le cours de base, quand il dit détendre les paupières, les sensations. Je dis, mais est-ce qu'il a travaillé avec Hellman quand même? Et puis, j'ai demandé à Nelda Sheets, parce qu'il était dans le premier cours, et j'ai dit, mais c'est qui a formé? Ah, il a dit plusieurs, mais je sais que Théodore, ex-Barber, était parmi les gens qui ont formé José. Donc, ça s'explique. Cool. Ouais. Ouais. Alors, il faut voir que Barber, dans l'hypnose des années 50-60, ça a été un des grands hypnotistes américains, universitaires. Et d'accord, bah, ça a été un peu dans toute la mouvance qu'il y a pu avoir avec les formateurs après de Erickson, etc. Ça a été vraiment une grosse mouvance de l'hypnose universitaire américaine, où là, bah, d'ailleurs, si vous faites de l'hypnose et que vous étudiez la deuxième partie qui est la NGH, il y a toute une induction et un travail de Barber qui est très sympa. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup bossé au niveau universitaire et qui était très, très reconnu. Cool. Alors, les trois aspects qui distinguent en fait les approches, c'est la terminologie, la programmation et le résultat final. Tous les trois combinés font une différence entre le yoga, le zen, la méditation transcendantale, l'hypnotisme et consorts. La différence du résultat final est vraiment ce qu'il y a de plus important quand on veut les différencier. Le changement de terme. Ouais, le changement sémantique et autres, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment intéressant parce qu'au fur et à mesure, il dit c'est très différent, puis après il dit bon, c'est pas parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots, c'est pas parce que on n'utilise pas tout à fait les mêmes techniques, mais qu'elles se ressemblent qu'en fait c'est différent. C'est vraiment pour lui l'intention. Et je trouve que Lille a bien précisé tout à l'heure, c'est l'intention. L'intention avec laquelle vous allez utiliser la méthode, c'est-à-dire, discuter au laboratoire ou travailler sur votre imagerie mentale, sur l'imagination, sur toute cette notion-là, c'est assez spécifique à la méthode. Et en plus, un des points encore plus clés, c'est qu'il y a un processus. Dans l'hypnose, surtout en auto-hypnose, parce que ce qu'il faut comparer, et ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être à l'époque moins présent, mais ça me paraît étonnant. On parle d'hypnotisme, mais on ne parle pas d'auto-hypnose. Or, l'auto-hypnose a toujours été présent. Hellman aimait à préciser que toute hypnose est auto-hypnose. Donc, je suis d'accord s'il part du postulat de dire, OK, il y a un opérateur qui fait un travail avec toi pour que tu ailles en transe et ensuite tu suis ses suggestions. Là, on est d'accord. C'est de l'hétéro-hypnose. C'est pas pareil que la méthode Silva. Mais l'auto-hypnose, le seul truc que je trouve moins construit, c'est pour ça que j'aime beaucoup la façon dont José le propose, et depuis que j'ai commencé la méthode Silva, pour moi, c'est ça que je mets en avant. Quel est le meilleur système d'auto-hypnose? C'est la méthode Silva. Pourquoi? Parce que c'est structuré, parce que on a plein d'outils, on peut faire plein de choses, ça ouvre sur d'autres potentiels, mais même si on veut rester purement psycho, etc., c'est super intéressant parce que on se dit, bon, je vais tenter de faire le miroir de l'esprit, puis je vais tenter d'aller en labo, je vais faire une thérapie des parties en parlant avec des parties de moi dans le labo, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont structurées, et puis il y a des choses où on se dit, tiens, je vais tenter de contrôler mes rêves, avoir plus d'infos, c'est très psycho tout ça, et c'est bien parce qu'il y a une méthode, il dit, voilà, il suffit de faire ça, quoi, il suffit de travailler ça, et au bout d'un moment,
le feedback positif, ou en tout cas le feedback tout court, adviendra. Et je trouve ça très intéressant. Et un autre point, j'ai mis deux trucs dessus, qui est une des spécificités de la méthode Silva. Et ça, j'ai repensé à cette semaine, c'est pour ça que en ce moment, je suis assez focus là-dessus. Je lis le truc, puis après, je te dirai ce que je pense. Le résultat final du Mind Control est d'établir des points de référence pour résoudre les problèmes qui est vraiment unique et distinctif de la méthode Silva. Je trouve que là-dessus, il a raison. Les résultats, être orienté solution, j'ai envie de te dire, comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, tout peut être un peu orienté solution. Hein. Notre société a évolué de cette façon-là. Par contre, avoir cette notion-là des points de référence, c'est quand même un des systèmes très, très, très rares, voire, pour l'instant, je n'en ai pas vu d'autres, qui a cette spécificité-là. Et tu vois, j'en suis arrivé même à lancement, je suis en train de rebosser sur des points de référence, mais je travaille un peu différemment de ce qu'on nous a appris. Je me suis amusé à refaire avec les fleurs, les trucs, tu sais, le minéral, etc., etc. Mais j'ai repensé à quelque chose et je me suis dit, tiens, peut-être que toi, tu auras peut-être une explication. Je me suis dit, il nous faut des points de référence. Tu vois, par exemple, il nous faut des points de référence pour, si on fait des cas, pour des maladies, pour des problématiques. D'accord ? Et en point de référence, et j'ai relu Silva là-dessus, il disait on commence d'abord par le minéral parce que c'est plus simple que l'animal, que le végétal, et puis le végétal que l'animal parce que c'est moins complexe. Et l'humain est ce qu'il y a de plus complexe, donc on le fait en dernier. Bon, ça j'ai compris. Mais je me disais, sur les points de référence, si tu remarques souvent, on fait faire des cas à la fin et les personnes créent des points de référence en fonction de ce qu'ils ont déjà fait en 3.0.3 la plupart du temps. Moi, ce que j'étais en train de me dire, c'est ce que je suis en train de bosser en ce moment, c'est que je me dis, on sait des personnes qui sont malades. Tu vois, là, je pensais à un gars que j'avais vu, que je connaissais, qui jouait dans des films, et tu sais que là, en ce moment, il a un cancer généralisé. Et je me dis, tiens, ce qui est intéressant, c'est d'aller travailler sur ce cas-là pour voir ce que tu ressens. Et donc, créer des points de référence sur des choses qui sont nommées. Ça s'appelle cancer généralisé. Ça s'appelle cancer de la rate. Ça s'appelle cancer de je ne sais pas quoi. Ça s'appelle dépression. Ça s'appelle telle ou telle chose. À partir du moment où tu connais des gens qui sont dans cet état-là, travailler dessus te permet d'avoir des points de référence, non pas de l'organe sain comme on le fait quand on le fait sur l'humain ou on fait organe par organe, mais au contraire, un point de référence sur la maladie ou le malaise ou le mal-être. Et je me demande si ça, toi, tu l'avais vu ou tu l'avais lu ou peut-être qu'il y a une raison pour laquelle ce n'est pas fait de cette façon-là. Parce que tu vois, je me suis dit, c'est ce qui nous manque. Quoi, ce qui nous manque. C'est très souvent quand je parle des gens avec les cas, ils me disent, bon, il a ça, 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 mais vu qu'il n'a pas de point de référence, il a une intuition qui est très cool. Mais si on travaille en point de référence, moi je reviens en 3.0.3, je me dis, mais pourquoi pas rentrer dans un humain mais qui est malade? Pourquoi pas rentrer dans un humain qui est dépressif? Pourquoi quelqu'un a un problème, je ne sais pas, à la main, un truc tout simple, tu sais, genre, il a un problème au niveau du canal carpien, et se dire, je ferme les yeux, je me mets en alpha, je vais dedans et je vois ce que moi je ressens pour l'avoir comme point de référence. Tu vois ce que je veux dire? Je vois absolument ce que tu veux dire, mais évidemment, tu ne peux pas mettre dans un cas, et on a uniquement un cas pour l'être humain, tous les problèmes différents qui peuvent apparaître. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut travailler au moins, j'osais vouloir une dizaine de cas et qu'on continue régulièrement, etc., pour avoir de plus en plus de points de référence. Ceci dit, quand même, et j'ai compris récemment, j'ai eu un instructeur en formation qui disait « Oh, mais non, c'est pas juste. Quand tu es à niveau, il faut uniquement visualiser le positif. Pourquoi est-ce que dans l'anatomie humaine, on dit si tu vois une tache sur le cerveau, ça pourrait représenter une tumeur. Si tu vois le foie qui est terne, ça peut représenter un problème. Normalement, il est brillant. Et en fait, il y a chaque fois qu'on arrive sur un organe, on a plusieurs possibilités de comment on pourrait le percevoir autrement. Donc, en fait, il a touché ça. Mais évidemment, dans un cours de base, on ne peut pas toucher toutes les maladies ou toutes les possibilités. Et il est important quand même de savoir à quoi ressemble l'organe qui est bien pour pouvoir justement changer l'image de l'organe qui ne va pas. Et même dans l'orientation, on dit si jamais tu vois quelque chose que tu ne comprends pas,
tu sais que c'est pas bien, mais tu sais pas quoi, tu compares avec l'organe que tu as vu dans la personne saine. Oui, je vois. Ouais. D'accord et ça aide d'avoir une idée à quoi ça ressemble, mais parfois ça, il fait faire des centaines de cas. Oui, c'est ça. ça. On est supposé faire en fait, mais pas c'est ça. Oui, mais regarde, parce que j'y ai pensé à ça. Je me suis dit bien sûr qu'il faut le temps. Ça, c'est pas un problème. C'est juste que je me disais que la plupart du temps, regarde, l'orientologiste, il est en train de te dire à un moment donné, c'est Jean, 26 ans, tel truc, voilà, à tel endroit. Voilà. Toi, après, tu fais ton job. Mais derrière, je me dis oui, c'est super bien pour une fois qu'on a des points de référence. Mais moi, je me disais, pourquoi tu dis pas Jean, 26 ans, il s'est cassé la jambe? Pourquoi je dis ça? Non pas pour travailler à ce moment-là, c'est pas un travail pour l'intuition, mais un travail pour l'encodage. Tu vois, en gros, revenir en 303. En fait, là, toute ma truc, et tu sais que moi, 303, c'était pas mon truc. Hein. Et donc, je me suis dit, mais avec les années qu'on parle ensemble, ouais, moi, pendant un moment, 303, c'était pas le truc qui me parlait le plus. Ah, pendant un moment, voilà, parce que c'est qu'aujourd'hui, tu... Ah ben non, et justement, depuis qu'on papote de tout ça, que j'ai relu et tout, je me dis, il est intéressant. Tu vois, je me souviens que c'est même un où j'avais dit dans un podcast, je pense que c'est un des plus intéressants et je m'en rends compte au fur et à mesure du temps. Alors que quand je l'avais fait, c'était un truc où je me disais, ouais, super. Et maintenant, j'en reviens même à me dire, ouais, 404, c'est cool, mais la clé se trouve dans le 303, quoi. 1 et 2, logique, hein, c'est nos bases, on a compris ça. Mais dans le travail de fond, qui est pour moi, et ce qu'il dit là, le point clé de la méthode, qui est les points de référence, je me dis, mais pourquoi quand on fait des cas, on ne fait pas 50%? Et là, c'est vraiment des idées auxquelles je cogite en ce moment, à me dire, je regarde directement ce qu'a le gars, il a une jambe cassée. Ok, je vais dedans. Ça ne m'empêche pas d'aller dans une correction. Mais au moins, je sais ce qu'il y a. Je sais ce qu'il y a et je vais faire en sorte d'encoder cette notion-là. Ok, une jambe cassée, pour moi, c'est cette couleur-là et un bruit. Ok. Jambe cassée, hein, je l'encode dans une petite truc qui est à l'intérieur de moi. Et après, je peux faire ma correction. Mais là, je commence à avoir des points de référence. Si je n'ai pas de point de référence, si à chaque fois, je le projette sans savoir et je le saurai après. Je trouve que c'est plus complexe. Non, qu'est-ce que ça veut dire après pour toi? La personne est toujours à niveau, il vient de dire je vois ceci, je vois ça, et la personne dit oui, mais c'est parfait, c'est une jambe cassée. Et ouais, là, pour moi, c'est pas un point de référence. Pour moi, un point de référence, il doit être comme de l'alphabet. Un A, c'est un A. Or là, tu définis ton A. Moi, il faut que tu me dises jambe cassée, je vais avoir une association. Si tu me dis je vois quelque chose et je dois l'associer à jambe cassée, je vais l'oublier. Je vais oublier mon point de référence. Ah bon? Ouais. Moi, dans ma notion d'apprentissage, c'est trop vague. Tu vois, c'est trop peu cadré en fait. Pour moi, il y a à ce moment-là un manque. Je vais avoir fait des cas. La première fois que j'ai vu une personne qui avait diabète, j'ai dit est-ce que c'est un pêcheur? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu des grosses bottes de caoutchouc. Et je n'ai pas compris. Okay? Et la personne me dit c'est un diabète. Et là, je n'ai pas vu la connexion. Mais la deuxième fois, j'ai vu les mêmes bottes et on m'a dit diabète. Et j'ai dit, c'est mon point de référence justement pour diabète. Mais si tu m'avais donné je ne sais pas, je suis totalement d'accord que ça serait bien de faire ça dans les, les réunions de diplômés ou les sessions de suivi, d'accord? Mais pendant le cours, ça veut dire que... comment? Non, pendant le cours, on n'a pas le temps, tu vois. Pendant le cours, tu expliquais bien. C'est à posteriori, je parle. C'est double. On veut savoir est-ce que mon intuition fonctionne. Donc, si tu donnes le cas tout de suite, on ne va jamais savoir si on aurait pu deviner ou non. Mais voilà. Donc, oui, pendant le cours, je suis d'accord. Tu vois, là, on est sur des phases de test. Je parle vraiment dans la progression de la personne. C'est-à-dire que le développement des points de référence, pour moi, devrait se faire. Parce que de temps en temps, et on fait ça quand on a des groupes de guérison, on dit on a un monsieur un tel, il a ceci, il a cela. Et il faut travailler dessus. Mais pour travailler dessus, il faut que tu aies un point de référence pour pouvoir travailler. Donc là, c'est aussi... Oui, tout à fait, oui. Mais tu vois, je trouve que c'est un moment qui est un peu complexe. C'est pour relire pas mal de trucs, je dis, mais oui, pour l'intuition, je suis OK, en fin de cours, tu vois que tu commences à avoir l'intuition, c'est cool. Mais pour le travail du point de référence, pour moi, c'est comme lire une encyclopédie, tu vois, ou comme lire un dictionnaire. Il y a un moment, tu dis, ce mot-là veut dire ça. Et pour moi, il est important. Pas, tiens, j'ai ça, oui, ça peut dire ça.
Mais ça, c'est ma manière de voir les choses, tu vois. Pour moi, je préfère avoir une encyclopédie qui me dit truc cassé et je vis ça, plutôt que j'ai vu des bottes et ça veut dire diabète, tu vois. Mais quand tu considères que tu as un seul exercice pour l'anatomie humaine, ou quelquefois 2 si on a le temps, mais c'est la même personne, en fait, tu as quand même beaucoup d'informations sur les points de référence. Par exemple, ça m'a beaucoup aidé quand tu dis, quand tu vois le poumon, s'il y a une partie qui a une couleur différente, ça veut dire qu'il y a eu une portion enlevée. Et effectivement, moi, la prochaine fois que j'ai vu quelqu'un où il y avait une partie totalement, mais c'est parce qu'il a été enlevé. Pendant que si je n'avais pas eu cette information, je n'aurais pas eu le point de référence. Donc, étant donné qu'en un seul cas, je crois qu'on a quand même pas mal d'informations sur comment percevoir si ce n'est pas correct. Ouais. On parle c'est pas simple, mais c'est. On parle de comment il apparaît le foie, on parle des points ou plus sombres ou plus clairs sur le pancréas, diabète ou quel est l'autre, le contraire de diabète. Donc, on donne quand même pas mal d'informations pendant qu'on travaille sur la personne en bonne santé. Ouais, d'accord. Non, mais bon, moi, tu sais, j'ai un regard qui est très inverse parce que moi, je regarde beaucoup le négatif. Moi, j'apprends beaucoup par le négatif et pas par le positif. Donc, c'est plus simple pour moi de dire quand ça va pas, ça veut dire ça, point. Ou voici un organe qui va pas bien et me dire automatiquement, OK, quand ça va pas bien, sachant que moi, en plus, ma visualisation, ça aussi, c'est dans un bouquin, je ne sais plus dans lequel je l'ai lu, de José, où il dit on s'en fout de savoir si c'est visuel, auditif, kinesthésique ou autre. Il dit de toute façon, ça, c'est des mots qu'on donne. C'est la perception que tu as. Or, moi, la perception, elle ne se fait pas d'un point de vue visuel. Elle se fait d'un point de vue auditif. Donc, en fait, ça va être un son, ça va être une texture que je vais ressentir. Et donc, voir qu'il manque quelque chose de cette façon-là. Vaut mieux que j'ai un autre encodage. Mais tu vois, c'est plus là-dessus que je suis en train de réfléchir en ce moment. Okay, oui. Mais de toute façon, moi, je suis totalement d'accord avec toi que c'est une super façon de pratiquer après. Ouais. C'est comme si, justement, tu apprends juste l'alphabet et le grammaire dans le cours de base, mais après, il faut vraiment apprendre la langue dans la pratique, quoi. Et ça dure pour le reste de sa vie. Alors, attends. Non, on ne va pas commencer ça parce que ça, c'est un peu long. C'est au niveau des hypnoses. J'aurais plus que 3 ou 4 trucs, mais on en reparlera sur la prochaine session. On commencera par ça pour finir là-dessus, pour finir l'ouvrage. Et on parlera, je vais voir de quoi, j'ai vu un autre livre que j'aimerais bien entamer. Donc, je te partagerai le livre en question. On finira là, j'ai 2-3 autres notes, mais c'est que sur l'hypnose. J'aimerais qu'on prenne notre temps dessus. Oui. Et pour justement ce groupe, ça serait mieux de passer un peu plus de temps dessus. Exactement. Et justement, c'est là, il faut que tu te rappelles, moi j'ai lu tout ça avant que je connaissais l'hypnose. Donc j'ai accepté comme ça, oui, c'est instructeur, c'est là. Et c'est ça que j'ai dit dans mes cours. Donc tu vois. Oui, mais c'est ça qui est génial. Je vais l'étudier la semaine prochaine en détail. Oui, ça serait chouette. Parce que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est voir vraiment comment on peut avoir, plus on a d'infos, et là on revient sur purement ce que dit Sylvain, plus tu as d'infos, plus tu as de connaissances, plus tu as d'informations, plus tu commences à avoir un spectre important et plus tu peux trouver les bonnes solutions ou les bons arguments ou les bonnes réflexions autour des choses. Et c'est vraiment ça. Moins on connaît, plus facilement on se fait orienter par une direction qui nous semble juste parce que on n'a pas de point de référence. On revient dessus. Justement, il nous dit qu'il y a autre chose. Référence. Donc, exactement. C'est comme ça. mais tu vois, je te dis, le coup de poids des points de référence, je trouve que c'est vraiment un élément essentiel du système, les points de référence. Et ce n'est pas un truc auquel on parle beaucoup. Moi, je sais que maintenant, je l'utilise beaucoup dans ma sémantique, les points de référence, mais je trouve que c'est quelque chose où, en fait, on en a plein des points de référence. Toute notre vie est basée sur des points de référence. On a un quotidien qui est des points de référence, mais on ne le nomme pas comme ça. Et le fait de le formaliser, et de comprendre qu'on peut le développer, de comprendre que plus on a point de référence et plus on peut jongler avec et faire des choses intéressantes, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Ça veut dire qu'on a de l'expérience, mais au moins, on était aware. Exactement. Et on a appris des leçons. C'est ça. C'est les feedbacks. Oui. Yes. Est-ce que tu as une petite chose à rajouter ou c'est bon?
Juste, non, on a presque terminé, mais est-ce qu'on aura aussi le temps? Il y avait une petite métaphore que j'ai trouvée dedans, que j'avais presque oubliée, et je ne savais pas que ça devenait de Harry, et c'est le métaphore de sous-marin. Si on peut discuter ça la semaine prochaine aussi. La semaine pro, ouais, bien sûr, bien sûr. 4 minutes, ok? Ok, parfait. Nickel. Et bien sûr, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Biwan, à très vite. Merci à toi, Ali. Merci. Au revoir. Au revoir.